L'habitude de ces messieurs, dans les courtes récréations, était de se réunir sous une des galeries de la cour d'honneur et de s'y promener en bavardant. Ils allaient d'un petit pas tranquille et mesuré, comme ils auraient fait au mail, le plus souvent sur une file, mais quelquefois aussi sur deux, quand ils étaient au grand complet. Dans ce dernier cas, les deux files se faisaient vis-à-vis, comme au quadrille. C'était ce qu'ils appelaient « faire les lanciers ». Ils se connaissaient tous depuis tant d'années, ils étaient si bien faits chacun au pas, à l'allure de l'autre, que cette manœuvre des lanciers s'exécutait toujours avec une sûreté infaillible, sans qu'un mot, ni même un coup d'œil, soit échangé. Une autre manœuvre, qui n'était plus celle des lanciers, mais qui s'en inspirait, c'était la manœuvre dite du tambour-major. Quand ces messieurs n'étaient pas assez nombreux pour former deux files, mais trop cependant pour qu'il ne fût pas gênant d'aller de front sous la galerie, l'un d'eux, en général celui qui tenait le crachoir, quittait le rang et continuait à parler en marchant à reculons, ce qui lui donnait tout à fait l'air d'un tambour-major, en effet, surtout si c'était Babineau. Les potaches s'émerveillaient qu'il n'arriva jamais d'accident, que Babineau ne marchât point sur les pieds de Nabucet ou de Cripure, que monsieur le censeur ne tomba pas à la renverse, ni monsieur le proviseur. Mais rien de tel ne s'était jamais produit. Tout était si bien réglé, au contraire, que le malheureux Cripure pouvait sans risque prendre part à ces petites promenades, à condition toutefois de n'avoir pas à marcher à reculons. Ses collègues modelaient sur son pas entravé, leurs petits pas économes, et lui, qui dans la rue ne faisait pas 2 mètres sans être rappelé à son infirmité, pouvait ici presque l'oublier. Cripure serra des mains et prit sa place dans le rang. C'était M. Babineau qui faisait le tambour-major. Avec son faux nez, son impérial triangulaire et rouillé comme un vieux fer de lance, la moustache en travers, péremptoire, barrant l'impérial d'un trait bref comme la garde d'une épée gauloise, les mains croisées sous les basques de son pédelou, le chapeau melon rejeté sur la nuque, il faisait retentir sur les dalles ses gros souliers ferrés et pérorait en nasillant. Nous avons en France beaucoup d'héroïnes de l'arrière, beaucoup des quantités et de toutes les classes. D'une part, Madame Forel, qui obtiendra tout à l'heure sa juste récompense. Mais n'oublions pas aussi ces pauvres femmes qui, infatigablement, de jour et de nuit, s'emploient aux rudes et souvent très rudes travaux des fabriques de munitions. J'ai lu quelque part récemment quelque chose de très émouvant, vous savez. Ces messieurs ralentirent leurs pas. « Oui, reprit Babineau. J'ai lu cette histoire de 400 jeunes filles qui manipulent dans une usine, quelque part en province, ce facétieux produit chimique, vous savez, dit-il en clignant de l'œil, qui s'appelle l'acide picrique, qui l'approche quelques jours devient jaune, à la manière des citrons. Eh bien, ce menu détail n'a point fait reculer nos ouvrières. Les plus jolies filles du pays, voyez-vous, ont tenu à l'honneur de réclamer cette collaboration à la guerre et de s'employer à ces travaux qui les laisseront safrans pendant plus de 6 mois après la fin des hostilités. Bien mieux, elles sont fières d'être devenues du coup des sœurs de leurs lointaines alliées les japonaises, et leur coquetterie est de s'appeler, savez-vous comment ? Personne ne répondit. « L'équipe des Canaries !» s'écria Babineau en éclatant joyeusement de rire. « Voilà, voilà, voilà !» dit l'un de ces messieurs en se grattant le bout du nez. C'était le professeur de rhétorique, M. Robillard. « De l'héroïsme spirituel, un orgueil saint !» Babineau approuva. « Savez-vous ce que j'ai donné à mes élèves en devoir de français pour la prochaine fois ?» dit M. Robillard. « Non, eh bien, précisément quelque chose sur l'orgueil. Commenter ces vers de notre grand Alfred de Musset. L'orgueil, c'est ce qui reste encore d'un peu beau dans la vie, la probité du pauvre et la grandeur des rois. » Ça, c'était trouvé. Ils en convinrent. Est-ce que ça pouvait être dans la note, tout de même ? Monsieur Babineau ôta les mains de dessous ses basques et applaudit doucement. « Je dis bravo !»« Oh !» dit un autre. « C'est remarquable, d'autant plus que ça prend les choses de loin. »« Mais c'est ce qu'il faut, c'est exactement ce qu'il faut, » répliqua M. Robillard. « L'important, c'est d'insinuer, ne pas s'attacher tellement à la chose à apprendre, mais avant tout, éveiller l'intelligence, faire deviner. »« Et guider, » dit quelqu'un. « Bah, bien sûr. Tenez, pour la prochaine fois, j'en ai 2 en réserve.
Défions-nous du sort et prenons garde à nous après le gain d'une bataille. Qu'en dites-vous, monsieur Babineau? Mais, Répondit Babineau. c'est excellent. Nos jeunes gens seront des chefs, des conducteurs d'hommes. Il est bon de développer en eux de saines idées. Le proviseur passa mélancolique, déjà en requimpette, tout prêt pour la fête de l'après-midi. Il s'approcha du petit groupe, serra des mains. « Quelle nouvelle, monsieur le proviseur ?» Le proviseur secoua la tête. « Rien encore. » « Aïe, aïe, aïe !» fit Babineau. « Terrible !» murmura M. Robillard. Mais conscient de sa maladresse, il reprit. « Voyons, monsieur le proviseur, il ne faut pas croire trop vite au... » Il allait dire au pire. Encore une maladresse. « Le mien, dit-il, est resté une fois 2 mois sans écrire. Eh bien, tout simplement, le temps lui avait manqué. »« je sais, murmura le proviseur. Il savait aussi pourquoi Pierre n'écrivait pas, ce que cette lettre avait été. « C'est toi qui m'as jeté là où je suis, toi et tes pareils. Même si je ne suis pas tué, je ne te reverrai jamais. Je ne te pardonnerai jamais. » Voilà ce que disait cette lettre. Le proviseur soupira. « Laissons cela, messieurs. » Babineau se permit de lui prendre affectueusement le bras, renonçant ainsi à son rôle de tambour-major. « Il faut chasser les idées noires, dit-il. Savez-vous ce que m'écrit le mien? C'est une anecdote qui se passe dans la tranchée. 11 heures du matin. Le commandant est à l'abri dans son poste. Une bordée d'obus arrive. Personne ne lève le nez quand on aperçoit 2 cuisiniers qui viennent apporter le déjeuner dans une vaste marmite et qui s'avancent tranquillement sans se hâter au milieu des éclatements. Ils entrent dans l'abri comme si de rien n'était et bien entendu le commandant les réprimande. « Êtes-vous fou de vous promener en ce moment? Vous ne pouviez pas attendre que la rafale soit passée ?» Et alors, savez-vous ce qu'ils répondirent, les cuisiniers? « Mais c'est du rognon, mon commandant, c'est du rognon !» s'écrièrent-ils tous les 2 à la fois. « Ça ne pouvait pas attendre. »« Du rognon, c'est du rognon !» dirent-ils. « Trouvez-vous pas ça magnifique? Tenez, pas plus tard qu'avant-hier, je reçois une lettre où il me disait que ces hommes, dans une... »« Excusez-moi, mon cher Babineau, dit le proviseur. Je dois hélas remonter à mon bureau où j'ai affaire. Vous me pardonnerez? » Ben voyons, dit Babineau. À Dieu ne plaise que je ne vous empêche de travailler, monsieur le proviseur. Le proviseur s'éloigna. Il a l'air très affaissé, dit M. Robillard. Ça doit faire 15 jours qu'il est sans nouvelles. Environ. C'est dur, c'est dur. Qu'est-ce que je racontais? Dit Babineau. Ah, oui. Une autre anecdote que je dois également à mon fils. Vous savez que... Mais ce matin-là, M. Babineau jouait de malheur. Il fut encore une fois interrompu. Le proviseur avait à peine tourné les talons qu'apparut au bout de la galerie un couple curieux, qu'on aurait dit fait pour la comédie. Le couple formé par les 2 répétiteurs Glâtre et Moka, 2 inséparables Arcadessambo, disait le méchant Nabucet. Il se dirigeait vivement vers le petit groupe.